Un jeu d'équilibrisme diplomatique pour Emmanuel Macron, alors que le sort de l'opposant Alexeï Navalny constitue un dossier empoisonné au sens propre. Il s'agit très clairement d'une agression et d'une tentative d'assassinat qui a été faite sur le sol russe contre un opposant russe, et donc c'est à la Russie d'apporter des clarifications. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о борьбе с насекомыми. Никто из нас не застрахован от того, что в наш дом заползет таракан. Фу, ну или в форточку залетит муха. Все мы знаем, что от мух отлично помогает мухобойка, а от тараканов – тапка. Но что делать, если таракан окажется слишком велик, а муха не в меру агрессивна? Ну а в этом случае я рекомендую пистолет. Imaginez qu'en France, il y ait eu quelqu'un, par exemple de la mouvance identitaire ou de l'extrême droite ou de l'extrême droite, je ne sais pas, qui se soit permis de faire une vidéo en disant, comme vient de le montrer Navalny, que les Tchétchènes, ça se règle avec un seul objet, c'est-à-dire avec un pistolet pour les flinguer. Imaginez. Qu'est-ce que l'on n'aurait pas entendu? Qu'est-ce que l'on n'aurait pas... À juste titre, d'ailleurs, puisque c'est pas... il est interdit de se faire justice soi-même. On aurait dit que c'était des appels au meurtre, que c'était les heures sombres, que c'était qui revenait, que c'était un scandale. On aurait saisi tout le banc et l'arrière-ban des consciences morales. On aurait condamné, etc. Mais c'est ça, Navalny. Alexeï Navalny, que les médias nous présentent comme un type formidable auquel il faut accorder le droit d'asile, enfin l'asile, c'est Emmanuel Macron. Un acteur majeur de la société russe, c'est ça. Méditez quand même cette extraordinaire situation. Angela Merkel s'est bien rendue au chevet d'Alexeï Navalny lors de son hospitalisation à Berlin. L'information publiée dimanche par le magazine allemand Der Spiegel a été confirmée par un tweet de l'opposant russe. « Je suis très reconnaissant à la chancelière Merkel de m'avoir rendu une visite à l'hôpital », écrit-il. Est-ce qui est allé chercher Navalny? On apprend qu'il s'agit d'une fondation qui s'appelle la Fondation Cinema for Peace. En anglais, bien entendu, en américain, Cinema for Peace Foundation, c'est-à-dire la Fondation du cinéma pour la paix. C'est une fondation qui se situe en Allemagne, qui a son siège Schumannstraße, donc dans la rue Schumann, ça ne s'invente pas, à Berlin. Alors le fondateur est un homme de nationalité slovène, il est né à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Il s'appelle Jaka Bizic. J'espère que je n'écorche pas la prononciation de son nom. Il a mené une vie, sans doute, quand il était jeune. Il a vécu en Tanzanie, en Malaisie, je ne sais pas où, et puis en Allemagne. Et donc, il a une quarantaine d'années, il a créé cette fondation. Fondation avec, d'ailleurs, les fonds, on ne sait pas d'où ils sortent. J'ai cherché, peut-être que vous trouverez plus facilement que moi. Je ne sais pas d'où il sort son argent. Le président d'honneur est Mikhail Gorbatchev, qui commence à se faire âgé. Il a des liens absolument avérés avec les Pussy Riots. Vous savez, c'était ces activistes russes qui s'étaient justement mises nues dans une église orthodoxe en Russie. Ça avait fait un scandale. Et je crois que lorsqu'il y a eu, je ne sais plus quelle réunion, c'était les Jeux Olympiques ou l'autre réunion à Sotchi, donc en Russie, sur la mer Noire, sur la côte orientale de la mer Noire, ce monsieur Jaka Bizic, le fondateur de cette fondation, y était allé avec les Pussy Riots, etc. En fait, pour faire des scandales. C'est pas Cinema for Peace, c'est faire du cinéma pour créer les troubles et la division. Parmi les invités d'ailleurs qu'il a eu récemment, il avait invité le Dalai Lama, bien entendu. On l'adore, le Dalai Lama. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que le Dalai Lama et sa famille avaient des liens plus qu'étranges avec les États-Unis d'Amérique. Je vous renvoie aux analyses que j'avais faites à l'époque. On dit également beaucoup qu'il a des liens avec Axel Springer, le milliardaire allemand, et le groupe Bild, avec notamment le tabloïd Bild. Alors, voilà quels sont ces messieurs. Pour parfaire le tableau, quelque chose de très intéressant, c'est une affaire qui a eu lieu en 2018. Il se trouve
que la Fondation Cinema for Peace prétend octroyer des Oscars à des réalisateurs qui font des films œuvrant pour les droits de l'homme, pour la paix, pour la société civile, enfin, toute la rhétorique habituelle des services d'influence américains. Je n'ai pas dit qu'il était nécessairement faisant partie des services d'influence américains, mais enfin, en attendant, il y a quand même une proximité idéologique qui fascine. Et figurez-vous qu'en 2018, lors d'une grande fête qui a eu lieu à Berlin, Cinema for Peace a décidé de remettre son Oscar de l'année au film qui avait fait progresser la paix dans le monde à deux réalisateurs espagnols, Gerardo Olivares et Alvaro Longoria, qui ont réalisé un film qui s'appelle Dos Catalonias, c'est-à-dire Deux Catalognes. Ce sont deux réalisateurs espagnols qui ont fait un film sur les élections qui ont eu lieu en Catalogne et notamment sur l'existence de deux Catalognes, parmi les Catalans, ceux qui sont fidèles à l'Espagne, qui sont contre l'indépendance de l'Espagne, de la Catalogne de l'Espagne, et ceux qui sont les indépendantistes, dans la lignée notamment de Carlos Puigdemont, qui est celui qui avait organisé le référendum sur l'indépendance de l'Espagne, référendum inconstitutionnel. Vous connaissez ces histoires, j'en ai suffisamment parlé. Bon. Ces deux réalisateurs espagnols avaient tenu à faire un film, Dos Catalonias, exposant les points de vue des deux parties, et qui se voulait absolument neutre. Ils reçoivent l'Oscar de Cinema for Peace à Berlin. Ils s'y rendent, ils se disent « Tiens, nous avons été reconnus comme une œuvre de valeur ». Ils arrivent là-bas, on leur annonce, ils ne le savaient pas, que dans la salle, il y avait justement Carlos Puigdemont qui serait présent. Bon, c'était quand même le représentant du parti indépendantiste qui d'ailleurs, il y a un mandat d'arrêt contre lui en Espagne. Et il s'est réfugié à Bruxelles. Bien, il était à Berlin. Et puis, ils assistent à la cérémonie et ils ont la surprise de voir que l'Oscar leur est remis non pas par le fondateur de Cinema for Peace, mais par Carlos Puigdemont en personne. Et mieux encore, la réunion tourne à ce moment-là à la réunion publique, politique, et tout le monde se met à acclamer l'indépendance de la Catalogne. Le résultat des courses de cette affaire, qui a évidemment été caché en France, bien entendu, c'est que les deux réalisateurs espagnols se sont sentis piégés et ont décidé de rendre l'Oscar à l'association Cinema for Peace en disant nous ne voulons pas d'une opération politique, on avait fait un film qui était un film neutre, nous pensions que Cinema for Peace cherchait la paix et la concorde, en fait c'est une réunion politique. Donc cette anecdote-là, elle est quand même tout à fait intéressante parce qu'elle montre à quel point, en fait, on est dans un monde orwellien. Les gens qui sont à la tête de Cinema for Peace ne sont pas là pour essayer de rapprocher les points de vue, de rassembler les gens, de faire baisser les tensions, ils sont là au contraire pour jeter de l'huile sur le feu et notamment en faveur de la destruction des États-nations européens, parce que bien entendu, Cinema for Peace est tout à fait favorable à l'Union européenne, cela va de soi. D'ailleurs, cette affaire catalane est assez curieuse, puisque je signale au passage que désormais le cri de ralliement de l'opposition en Biélorussie, c'est le chant de l'Estaka, qui est le chant des opposants catalans. On se demande comment les opposants biélorusses ont eu l'idée d'aller trouver une chanson catalane pour signifier leur combat. Peut-être quelqu'un leur aurait-il soufflé cette idée à l'oreille. Militant anticorruption et critique acharné de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, 44 ans, a été empoisonné avec un agent neurotoxique de type Novichok, selon plusieurs laboratoires européens. Après une hospitalisation d'1 mois, il est sorti la semaine dernière de l'hôpital de la Charité et il poursuit sa convalescence dans la capitale allemande. Placé en coma artificiel après un malaise, il avait été transféré de Sibérie en Allemagne à la demande de sa famille. Comment cette organisation non gouvernementale Cinema for Peace a-t-elle pu aller chercher Alexeï Navalny à Tomsk et le ramener à Berlin? Alors ça, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Personne en France, pas un seul journaliste, pas un seul homme politique se pose cette question absolument de base. Pourquoi cette ONG a-t-elle eu l'idée d'abord d'aller chercher Alexeï Navalny à Tomsk? Quand même bizarre, un truc qui est pour le cinéma, qui va chercher, alors c'est vrai qu'ils sont mêlés avec les Pussy Riot, mais ça veut dire qu'ils appartiennent à une mouvance, à des réseaux d'opposition, c'est évident, pour avoir l'idée. Deuxièmement, comment cette ONG a-t-elle pu financer la location d'un avion privé médicalisé, pour partir de Berlin et aller à Tomsk, en pleine Sibérie, et retour? Ça coûte de l'argent. Un avion, un jet privé médicalisé qui fait des milliers et des milliers de kilomètres, aller-retour, ça coûte de l'argent. Qui a payé?
Est-ce que c'est Axel Springer? Est-ce que c'est le groupe Bild? Est-ce que ce sont les financements de cette ONG? D'où viennent les financements? Autre question. Pour aller en Russie, vous n'y allez pas comme ça. Il faut déposer un plan de vol. Il faut donc avoir déposé un plan de vol auprès des autorités allemandes, mais aussi auprès de tous les pays qui vont être survolés. Et donc, j'imagine la Pologne, et puis peut-être l'Ukraine, et puis certainement la Russie. Ça veut donc dire que le gouvernement russe a accordé le droit de survol à cet avion affrété par l'organisation non gouvernementale Cinema for Peace. Par ailleurs, quiconque est allé en Russie ou en URSS, mais c'est en Russie, pareil, sait très bien que c'est un pays où on n'entre pas et on sort pas comme ça. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. À chaque fois, vous avez besoin d'un visa. C'est pas un pays, c'est pas parti, c'est pas une passoire comme l'espace Schengen. Donc, vous avez un visa, et les visas, vous les obtenez. Il faut en général déposer son visa au moins 15 jours à l'avance. Ou alors, il y a des procédures d'urgence, des procédures d'extrême urgence. Mais à ce moment-là, ça remonte directement à l'ambassadeur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les organisateurs qui ont loué cet avion avec des médecins, avec des pilotes, tout ce petit monde a dû obtenir en urgence des visas d'entrée sur le territoire russe, qui leur ont donc été donnés en extrême urgence par l'ambassade de Russie, à Berlin. Ça ne peut pas être autrement. Pareil d'ailleurs, pour sortir, il a fallu que M. Navalny il ait son passeport, même s'il était dans le coma, que les gens qui sont avec lui, ils aient les documents et qu'ils obtiennent le visa de sortie. Donc, moi je trouve que ce à quoi devraient s'intéresser les médias, c'est ça. Ça veut dire que les gens, j'ai vu dans les médias que les médecins atomes auraient tardé à donner le malade, les remettre à des médecins allemands. Notez bien qu'ils auraient très bien pu, les médecins allemands, ne jamais venir en Russie. Ça veut donc dire que la Russie a facilité au maximum la sortie de Navalny pour qu'il aille dans un autre hôpital. Pourquoi ? L'opposant russe Alexeï Navalny accuse le président Vladimir Poutine d'être derrière son empoisonnement dans sa première interview donnée depuis sa sortie de l'hôpital allemand où il était soigné. « J'affirme que Poutine est derrière cet acte. Je ne vois pas d'autres explications », a-t-il déclaré à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, qui a publié ce matin des extraits de l'entretien sur son site internet. Est-ce que Vladimir Poutine a intérêt à toute cette affaire ? Si on reprend les déclarations du porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, dont je parlais tout à l'heure, il a dit « La Russie a intérêt à ce que l'on comprenne ce qui s'est passé ». Il l'a dit. Il a affirmé que la Russie, je le cite, comme tout le monde, avait clairement intérêt à ce que l'on comprenne ce qui a plongé dans le coma le patient soigné dans une clinique berlinoise. Mais pourquoi ce serait faux ? Je pense qu'en effet, Vladimir Poutine a intérêt. Pourquoi je dis ça ? Parce que est-ce qu'il a vraiment intérêt à ça ? La réponse est non. Il est au sommet de sa popularité et de sa gloire. Il est extrêmement populaire en Russie. Il va laisser un bilan dans l'histoire de la Russie, dans l'histoire millénaire de la Russie et dans l'histoire mondiale. Il va laisser un bilan énorme. Il s'est devenu un personnage historique, que cela plaise ou ne plaise pas à ses adversaires, peu importe. Il va laisser un bilan extraordinaire. Il a été réélu brillamment. Il a, selon les sondages, 75% des gens, 80% des gens qui sont avec lui. Il a intérêt à avoir des opposants comme Navalny qui fait 2%. Il y a intérêt. Quel aurait été son intérêt à s'en débarrasser ? Et puis j'ajoute, quand même, ne prenons pas les Russes pour des imbéciles. Je n'ai jamais dit que Vladimir Poutine, c'était forcément un petit saint, ni les dirigeants russes tout au long de l'histoire. Mais enfin, les Russes, quand ils veulent se débarrasser de quelqu'un, comme d'ailleurs les services de renseignement dans un certain nombre de pays, comme les États-Unis, avec les drones, où, vous savez, toutes les semaines, il y avait Obama qui indiquait la liste des gens qu'il fallait tuer avec des drones. On a mille façons, des États très puissants, s'ils sont dirigés par des dirigeants cyniques, ils ont mille façons de se débarrasser d'un opposant. Par exemple, Navalny, il était dans une prison. Si on avait voulu se débarrasser de lui, il est sorti de la prison le 23 août, il a eu un œdème de quick, il suffisait, j'imagine, de l'empoisonner en prison, de lui envoyer et puis il mourait, et puis l'affaire était entendue. Pourquoi est-ce qu'on l'a laissé sortir de prison pour, paraît-il, lui donner un thé empoisonné devant tout le monde, pour que devant tout le monde, et qu'ensuite on lui dise, allez, vous pouvez aller à Berlin pour qu'on soit bien sûr que c'était bien un empoisonnement? C'est absolument ridicule et rocambolesque. On permettra d'ailleurs au passage de faire le lien avec l'affaire Skripal. Il y a quand même quelque chose qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'ils utilisent des vieux rossignols comme poison. Enfin, c'est-à-dire, c'est des poisons qui marchent pas, quoi. C'est un truc. On va quand même pas me faire croire qu'en Russie, de même qu'aux États-Unis, en Chine, je ne sais pas où, dans un certain nombre de pays au monde qui possèdent des poisons extraordinairement efficaces, fulgurants.
Je rappelle d'ailleurs au passage que, sauf erreur de ma part, un certain nombre de grands criminels de guerre nazis sont morts en 1945 en l'espace de quelques instants. Comment il s'appelle, Göring, qui avait été condamné à mort au tribunal de Nuremberg, Göring, qui est le numéro 2 du régime, n'a pas pu être pendu puisque dans sa cellule, il a avalé une capsule de cyanure qu'il avait sur lui. Je rappelle que Heinrich Himmler, qui était le chef des SS, qui a été arrêté en 1945 par des Anglais, il avait été repéré, reconnu par les soldats anglais, mis dans une villa, sous surveillance. En l'espace de quelques secondes, il avait sur lui une capsule de cyanure qu'il a avalée, il est mort dans les 30 secondes. Donc, c'était en 1945. En 2020, il y a des poisons qui sont d'une violence et d'une efficacité. Vous tuez quelqu'un en l'espace d'une fraction de seconde. Alors pourquoi est-ce qu'ils auraient affaire, avec l'affaire Skripal comme avec cette affaire, à des poisons qu'on ne sait pas très bien, en tout cas qui ne marchent pas et qui mettent dans le coma, etc. Il a aussi déclaré qu'il avait l'intention de retourner en Russie malgré tout. Mon travail consiste maintenant à rester le gars qui n'a pas peur et je n'ai pas peur, a-t-il dit. Infatigable militant de la lutte contre la corruption et critique féroce du Kremlin et de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, 44 ans, est tombé gravement malade le 20 août dernier à bord d'un avion en Sibérie alors qu'il était en campagne électorale. Il est sorti il y a une semaine de l'hôpital berlinois de la Charité où il a été soigné pendant 1 mois. Il poursuit désormais sa convalescence en Allemagne qui, selon sa porte-parole, prendra beaucoup de temps. 3 laboratoires européens ont conclu à son empoisonnement avec un agent neurotoxique de type Novichok, conçu à des fins militaires à l'époque soviétique, mais Moscou rejette toutes les accusations. Voilà qui est Alexeï Navalny. Est-ce vraiment le principal opposant de Poutine ? La réponse est non. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux ? La réponse est non. Est-ce que c'est un modèle de démocratie à suivre ? La réponse est non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des liens avec les services américains ? La réponse est oui. Et c'est invraisemblable qu'aucun média français ou quasiment ne se soit posé ces bonnes questions qui sont très faciles à démêler. Emmanuel Macron a tenu à être le premier président à rencontrer Svetlana Tikhanovskaya. C'était une réunion merveilleuse. C'est une personne merveilleuse. En s'entretenant avec la principale opposante biélorusse, actuellement en exil en Lituanie, Emmanuel Macron envoie un message à Vladimir Poutine qui n'a pas tardé à réagir. Le Bélarus s'est retrouvé dans une situation difficile, dans des conditions de pression extérieure sans précédent après les élections présidentielles. Председатель Нацбанка – главный переговорщик с Международным валютным фондом. Как здесь обстоят дела? Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси $940 миллионов, так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос? При этом хочу заявить, что мы ни под кого плясать не будем. Там уже появляются требования. Вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии. Слушайте, я не хочу, чтобы, не дай бог, повторилась ситуация в Беларуси, как в Италии. У нас своя страна, своя ситуация. Уже Всемирный банк готов нас профинансировать в 10 раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил у Минздрава. А МВФ продолжает требовать от нас: вы давайте изоляцию, давайте карантин, давайте комендантский час. Слушайте, что за глупость? Contrairement à Moscou, la France et l'Union européenne ne reconnaissent pas cette élection frauduleuse, contestée depuis 2 mois dans les rues de Minsk. Et j'en tire en fait comme conclusion générale qu'il va bien falloir à un moment ou à un autre que l'on cesse de traiter cette affaire de Covid-19 de façon hystérique et totalement anti-scientifique pour regarder les faits scientifiques réels. On voit bien avec cette affaire de Biélorussie qu'il y a un mélange absolument détestable, même extrêmement inquiétant, entre politique et santé. C'est ça qui est le plus grave. C'est qu'on a l'impression que désormais, les laboratoires pharmaceutiques, les revues scientifiques, le monde politique intègrent des éléments qui ne sont plus uniquement des éléments rationnels en termes médicaux, mais intègrent des éléments économiques, de profitabilité, de géopolitique, et Dieu sait ce que l'on peut trouver par ailleurs. En tout cas, force est de constater que personnellement, je ne comprends pas pourquoi le Fonds monétaire international a demandé au gouvernement de Biélorussie de modifier sa politique en matière de gestion de la Covid-19
quand on voit les résultats qui sont affichés actuellement par ce pays qui, sans être parmi les meilleurs du monde, affiche des résultats quand même bien meilleurs que les grands pays occidentaux. Voilà ce que je voulais vous dire et je terminerai par ceci en disant que si nous arrivons au pouvoir, nous, eh bien il n'y aura plus ce genre de situation. C'est-à-dire que nous aurons des débats ouverts, nous autoriserons que tout le monde puisse s'exprimer et puis nous demanderons, eh bien, comment dirais-je, nous choisirons, si éventuellement on fait des comités d'experts, des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêts avec des très grands laboratoires pharmaceutiques et puis nous nous inspirerons de ce qui se passe à l'étranger. Et puis fondamentalement, là comme ailleurs, on évitera de donner des leçons et de prendre une pause comme ça de coq sur son tas de fumier en faisant cocorico comme si on avait très bien géré l'affaire de la Covid-19 alors que la France, on vient de le voir, est l'un des pays où ça a été le plus mal géré en nombre de morts par million d'habitants. Nous sommes tous le fruit du hasard, celui qui fait si bien les choses. Nous sommes tous plongés dans le brouillard, au milieu des portes closes. Alors prenons-nous en main et voyons. Alors prenons-nous la main et sortons de cette prison dorée que nous avons tant aimée. Mais force est de constater que nous avons été abusés. Erasmus et Airbus nous ont fait prendre le bus sur l'autoroute du privé auquel on nous a attachés. Nous sommes tous le fruit du hasard, celui qui fait si bien les choses. Nous sommes tous plongés dans le brouillard, au milieu des portes closes. Alors prenons-nous en main et voyons. Alors prenons-nous en main et sortons de cette tue mortifère faite pour nous mettre à terre. Des étoiles dans dehors quand elles ne s'insultent pas de bord. Liberté d'expression, ça peut te coûter bonbon. Pas besoin d'avoir raison dans ce troupeau de moutons. Nous sommes tous le fruit du hasard, celui qui fait si bien les choses. Nous sommes tous plongés dans le brouillard, au milieu des portes closes. Alors prenons-nous en main et voyons. Alors prenons-nous en main et sortons. Arriver en premier est une priorité, un passage sans issue, juste pour que ces messieurs trouvent le salut.